Il est donc 9h30 et le colloque va commencer dans la matinée par la question du barème qui va être divisée en deux parties. D'abord, nous allons nous interroger aux finalités et puis ensuite aux consécrations. Mon rôle aujourd'hui va consister essentiellement à être maître du temps. Donc je commence immédiatement par donner la parole à mon collègue Thomas Bocon-Gibaud, qui est maître de conférence en philosophie à l'université Grenoble-Alpes et qui va nous parler du barème et de la technicisation de l'action gouvernementale. Merci beaucoup. Est-ce qu'on se décale du coup ? Oui. Bien, merci beaucoup. Avant toute chose, je tiens à mon tour à remercier les organisatrices de ce très beau colloque, de leur très aimable invitation, une invitation qui m'intimide, je dois dire, car je ne suis pas spécialiste de droit privé, encore moins de droit du travail, et évidemment j'aurai beaucoup à apprendre des échanges qui vont se tenir aujourd'hui. Je dois donc commencer par préciser la manière dont j'entends faire usage de la parole qu'on m'a si obligeamment confiée. On confond parfois le discours du philosophe et celui du prophète, deux discours qui ont pour point commun central le rapport à la vérité, mais avec la différence que le premier ne prétend ni la détenir, la vérité, ni encore moins l'annoncer. Avec modestie, le philosophe se contente, en se situant à un assez haut niveau de généralité, de distinguer les usages qu'on peut faire des mots en fonction des sens qu'on leur prête, ce qui est déjà pas mal. J'ai donc choisi de m'intéresser à la barémisation comme manifestation du gouvernement technique, ou plus exactement comme instrument technique de gouvernement. Je voudrais préciser que l'idée que l'action de gouvernement soit associée à une technique n'a rien qui doive particulièrement choquer en soi. La notion même de gouvernement fait référence à l'art du pilotage des navires au moyen d'instruments comme le gouvernail, c'est-à-dire un ensemble de techniques assez précisément déterminées, donc il n'y a rien qui doive inquiéter particulièrement. On gagnerait plutôt à réfléchir à la qualité du raisonnement technique en jeu ici. Alors pour cela, les philosophes de la technique retiennent parfois trois critères. Pour illustrer, je vais essayer de vous éviter l'inévitable marteau et son indispensable clou. Tout d'abord, celui de la légitimité du but que l'on souhaite obtenir. Alors, par exemple, payer ses impôts, une fin qui d'habitude se passe, il est vrai, de justification. Ensuite, celui de l'adéquation de l'instrument, par exemple la feuille et le stylo d'un côté ou l'ordinateur de l'autre. Instrument qui est lui-même fonction de l'insertion de cet instrument dans un milieu associé, en particulier les infrastructures de communication, mais aussi les infrastructures énergétiques qui les conditionnent en profondeur. On néglige généralement ce troisième aspect du milieu associé, qu'a mis notamment en lumière Gilbert Simondon, un grand penseur de la technique, mais il est assez essentiel. Est-ce que ça vaut la peine que j'achète un ordinateur ou que je me forme à l'informatique uniquement pour payer mes impôts ? Est-ce que j'ai tout simplement accès à Internet, etc. En règle générale, les analyses des mesures gouvernementales se contentent d'une analyse économique du seul couple moyen-fin et la passe à la moulinette des 3 E que sont l'efficacité, l'efficience et l'économie. Or, d'un point de vue technique, le milieu associé n'est pas qu'une variable contingente, mais participe vraiment pleinement à l'analyse de la rationalité de l'instrument. L'analyse de ce milieu se révèle cruciale pour en avoir une conception convenable, et c'est ce que je voudrais essayer de vous montrer dans le cas qui nous occupe. À première vue, ce qui frappe à un examen tout superficiel de la barémisation des indemnités de licenciement, c'est la recherche d'une précision mécanique, comme si on n'avait pas seulement affaire à un instrument technique, mais à un dispositif véritablement automatique, traduisant une recherche non seulement d'impartialité, mais même d'impersonnalité de la justice. Alors, que peut signifier en l'espèce cette automatisation de la technique judiciaire ? Pour le comprendre, à tout seigneur, tout honneur, je vais renvoyer à des références canoniques de la pensée de la justice de notre culture, à savoir les Grecs. Après Platon, qui avait montré la nécessité pour une cité de vivre selon la justice, c'est-à-dire de se mettre en ordre, Aristote cherchait en effet la manière dont la justice pouvait se rendre, de manière à rétablir cet ordre lorsque celui-ci avait été attaqué. Et pour ce faire, il avait recours à la notion d'égalité. La justice, schématiquement, consiste à rendre à chacun le sien, selon diverses modalités. Pour rétablir l'égalité, la justice doit donc s'accompagner de mesures. On a justice, ordre, égalité, mesure. Alors, la barémisation des indemnités correspond au cas où on a deux parties en conflit et une loi précisant que si le tort est avéré, la victime se verra verser des indemnités correspondant au dommage qu'elle a subi. Mais de quel montant ? Au juste. Quelle somme est censée correspondre à ce dommage ? Quel principe peut s'appliquer qui tout à la fois reconnaisse le bien fondé de la plainte et garantisse un jugement véritablement impartial ?
Alors Aristote précise dans un passage célèbre de l'Éthique à Nicomède que, parce que l'application de la loi est difficile, le juge peut avoir recours à un correctif de la loi qui est l'équité. Et je me réjouis au passage car apparemment ce thème sera traité par mon collègue tout à l'heure. Je cite Aristote. La raison en est, la raison du recours à ce correctif, la raison en est que la loi est toujours quelque chose de général et qu'il y a des cas d'espèce pour lesquels il n'est pas possible de poser un énoncé général qui s'applique avec rectitude. La loi n'en est pas moins sans reproche, car la faute n'en est pas à la loi, ni au législateur, mais tient à la nature des choses, puisque par leur essence même, la matière des choses de l'ordre pratique revêt ce caractère d'irrégularité. Donc prise à la lettre, fin de citation, prise à la lettre, la loi est injuste, prise avec équité, elle redevient juste. La nécessité du recours à l'équité est ici fondée sur un argument extrêmement fort qu'on appelle en philosophie d'ordre ontologique, c'est-à-dire c'est la nature des choses elles-mêmes, c'est-à-dire de ce qui relève en l'occurrence de la pratique, qui est relativement indéterminée. Or, poursuit l'auteur, de ce qui est indéterminé, la règle aussi doit être indéterminée, à la façon, poursuit-il, de la règle de plomb utilisée dans les constructions de Lesbos. De même que la règle épouse les contours de la pierre et n'est pas rigide, ainsi le décret est adapté aux faits. Alors, appliqué à notre cas, ce texte pourrait être interprété à première vue comme une condamnation de la barémisation en tant qu'elle encadrerait de manière très stricte et a priori l'indemnité, rendant impossible le déploiement de cette vertu d'équité. Je crois que ce serait aller un peu vite en besogne. En effet, la barémisation est bel et bien une mesure d'ordre pratique qui vient s'intercaler entre le principe général, le versement de la réparation à la partie lésée, et le cas particulier. De fait, par l'équité, dit Aristote, celui qui sait avoir le droit de son côté n'en accepte pas moins de recevoir moins que son dû. Je cite encore. Celui qui a tendance à choisir et à accomplir les actions équitables et ne s'en tient pas rigoureusement à ses droits dans le sens du pire, mais qui a tendance à prendre moins que son dû, celui-là est un homme équitable. Alors, dans notre cas, le gouvernement vient en quelque sorte, en ce sens, au secours du juge pour servir de médiation correctrice, en mettant à sa disposition cette règle relativement flexible, avec montant plancher, montant plafond, analogue en cela à celle que les maçons de Lesbos, cités par Aristote, utilisaient pour mesurer, apparemment il s'agissait de cimaises ondulées, des constructions un peu ondulées. Cette règle devait être assez flexible pour épouser les contours de la pierre, mais assez rigide aussi, pour garder sa valeur d'instrument de mesure. En outre, en tant que tel, le chiffrage tire une légitimité du fait qu'il repose sur un critère objectif et universel, l'ancienneté de l'employé. La loi en question aurait ainsi le statut particulier du décret dont parle Aristote, et d'ailleurs, s'agissant d'une ordonnance, le terme n'est peut-être pas si mal adapté. On comprend bien le sens de cette médiation, la partie au conflit que l'équité protège n'est pas la victime, mais en un sens l'agresseur, celui qui en violant la loi a porté atteinte à autrui. Je n'ignore pas, ce faisant, que cette présentation est pour le moins contre-intuitive, sinon provocatrice. On s'attendrait plutôt à voir la mise en œuvre de l'équité pour éviter, par exemple, que des personnes en situation de surendettement ne voient s'appliquer à elles la loi dans toute sa rigueur. Dans ce cas, ce serait l'organisme de crédit qui ferait preuve d'équité, en n'accablant pas le débiteur, parce que celui-ci est déjà en position de faiblesse. D'où l'émotion que cette mesure a soulevée dans l'opinion publique, qui peut-être ne lit pas assez Aristote. Mais plus sérieusement, comment comprendre cette tension ? Eh bien en mettant en lumière que cette mesure technique d'adaptation de la loi au fait change en réalité la signification même du principe général de l'indemnisation. Car l'employeur ici n'est plus tant considéré comme un agent moral que comme un agent économique, qui se définit par son appartenance à un système général dont il faut s'assurer du bon fonctionnement. L'enjeu ici est de réduire l'incertitude des employeurs susceptibles d'être condamnés au versement d'indemnités au cas où ils se verraient reconnaître les torts dans leur litige envers leurs employés. L'absence de barème, introduisant une forme d'insécurité juridique, dit-on, serait donc de ce point de vue un facteur de risque systémique. Au contraire, la réduction de la marge d'appréciation du juge grâce à la mécanisation de la justice serait susceptible d'améliorer l'efficacité générale de la régulation économique de la société. Quant à l'employé, certes, il est lui aussi un agent économique, dont il importe de préserver la sécurité. Cependant, son statut même dépend en fait de celui de l'employeur, qui est la véritable clé de voûte du système, la condition de possibilité des employés, dont la défense doit donc être subordonnée à celle de l'employeur. La véritable difficulté, en somme, est que l'ordre qui sert de cadre de référence à la justice n'est pas l'ordre social tel qu'il est conçu, ou plutôt préconçu spontanément par les individus concernés,
mais plutôt le produit d'une construction délibérée. L'ordre public qu'il convient de protéger est un ordre public économique et non pas un ordre social, ce dernier étant alors caractérisé essentiellement par son caractère imprévisible, car foncièrement subjectif, aléatoire, bref, irrationnel. L'ordre public économique est la construction du marché, c'est-à-dire d'une institution constituée d'agents économiques réputés agir essentiellement sur des informations quantifiables, pouvant prendre la forme de coûts et de bénéfices. De fait, l'indemnité n'est pas calculée ici en fonction du tort subi par l'employé, mais en fonction d'un calcul coût-bénéfice susceptible d'être fait par l'employeur, seul agent économique qu'il importe véritablement de prendre en considération ici. Autrement dit, il y a intégration du prix de la faute de l'employeur à la série des coûts qu'il est susceptible d'assumer dans ses actions. On peut dire en ce sens que la technologie moderne de gouvernement par le marché, qu'on appelle plus communément libéralisme économique, produit en fait son propre objet. Plus exactement, elle travaille à constituer le milieu associé d'agents dont la finalité est de produire de la richesse. Elle est une technologie, au sens où il s'agit d'une technique ou d'un ensemble de techniques articulées à une théorie qui se veut rationnelle de la réalité sociale, d'autant plus rationnelle qu'elle a d'avance exclu, en fait, comme non rationnels, les comportements et les attitudes qui ne relèveraient pas de l'agentivité économique. On comprend donc le refus de prendre en considération le milieu associé qu'est la réalité sociale au sens large. Cette manière d'appréhender la réalité sociale a donc déjà devancé sa critique. Un auteur comme Hayek, qui passe pour un libéral très affirmé, a, du moins le prétend-il, parfaitement avalisé l'idée que le marché n'était pas le produit naturel des interactions humaines, mais plutôt le résultat d'une série d'actions délibérées, d'un processus de civilisation, d'ailleurs aussi remarquable que fragile, et qui est, selon lui, le seul véritable garant des libertés individuelles. On comprend donc que l'objection faite à la technologie de gouvernement par le marché, selon laquelle la réalité sociale ne serait pas la réalité économique, eh bien cette objection manque son objet. Car de fait, les défenseurs de la logique du marché l'entendent bien ainsi. C'est bien parce que la réalité sociale n'est pas la réalité économique qu'il importe de réduire l'écart entre les deux, au moyen de cette construction délibérée d'un marché aussi inclusif et rationnel que possible. L'alternative étant, faute d'un meilleur outil d'analyse de la réalité sociale, eh bien de sombrer peu à peu dans une forme ou une autre de chaos, de non-sens, et en termes plus économiques, dans l'appauvrissement général, sans réel espoir de contrepartie. Alors évidemment, une difficulté demeure, l'incompréhension tragique, dont sont nécessairement victimes ceux qui mettent en œuvre de telles politiques du bien commun. Car ils ne peuvent échapper à l'accusation universelle, ayant par avance récusé les arguments de la morale vulgaire, qui veulent qu'un employé victime de licenciement abusif subirait un préjudice d'un ordre autre qu'eux et par essence supérieur à celui de l'employeur fautif. Ils seront donc perpétuellement en situation de se justifier, invoquant la raison et la nécessaire pédagogie face à l'irrationalité persistante, l'ignorance plus ou moins délibérée, ou encore le sentimentalisme facile de leurs critiques. En attendant, bien sûr, que ces critiques cèdent le pas devant la réussite objective de la politique économique, et que les agents économiques coïncident enfin à peu près entièrement avec les acteurs politiques, en l'occurrence le corps électoral. De la sorte, l'objet de la technologie gouvernementale sera enfin identique au sujet collectif qui donnait sa légitimité au gouvernement, à savoir le peuple, enfin identifié aux agents économiques d'une société de marché. Bien sûr, un tel idéal ne peut être qu'asymptotique, mais il n'est pas nécessaire de l'avoir atteint en réalité pour renvoyer, en principe, ces critiques à leur irrationalité native. On l'aura compris, d'un point de vue technique, la principale critique qu'on peut adresser à la barémisation et que révèle cette automaticité, c'est que son inspiration en fait foncièrement constructiviste, qui l'amène à négliger non seulement le milieu naturel, social, dans lequel elle s'inscrit, et pour cause, il s'agit rien moins que de le reconstruire, mais aussi les critiques qu'elle suscite. Alors pour terminer, je voudrais m'intéresser très rapidement à travers diverses manifestations, à diverses manifestations des tensions qui se font jour, dès lors, entre les deux manières, pour le dire vite, vulgaires et technologiques, d'appréhender l'ordre social qui, à partir de cette mise en œuvre, se font face. Tout d'abord, on peut reconnaître que la justice du barème tient à son caractère objectif, qu'il arrache à la subjectivité imprévisible de la plainte et de l'expérience de l'injustice. Son impersonnalité lui permet de se situer par-delà le conflit infini et irrémédiable des subjectivités.
Mais c'est au prix, comme je l'ai dit, d'un déplacement du conflit sur le terrain purement économique. Or, un conflit a bien entendu des dimensions non économiques, même lorsqu'il se situe sur le lieu du travail. C'est pourquoi, du reste, et de la vie générale, l'idéal resterait la conciliation, qui, malheureusement, en pratique, se ramène généralement à une simple étape inévitable, où l'on se contente de constater le conflit pour mieux justifier le passage en justice. Or, en accentuant encore le caractère automatique du montant de l'indemnité, en ramenant l'expérience du travail dans l'entreprise à un seul et unique élément, à savoir sa durée abstraite, la barémisation paraît contribuer à occulter ces dimensions non économiques de la vie au travail. Au lieu, en somme, d'organiser le conflit, elle paraît donc de nature à en faciliter la judiciarisation. À cet égard, la disparition des CHSCT comme instance d'expression de conflits indépendamment des problèmes proprement économiques au profit d'une instance unique pourrait contribuer à un appauvrissement des relations sociales et des modes de résolution et de ritualisation des conflits. Si en effet on considère les symboles, non pas comme des relents d'une mentalité primitive et irrationnelle, mais comme une dimension authentique de la vie sociale, on peut redouter que cette automatisation non seulement ne donne pas de nouveaux moyens aux acteurs de surmonter leurs conflits, mais parce qu'elle déprécie le caractère qualitatif du travail au profit d'une seule donnée quantitative, abstraite, elle soit interprétée comme une volonté délibérée, plus ou moins délibérée, de durcissement des rapports sociaux. On peut alors, pour aller un peu plus loin, rapprocher le barème de la propension à l'étalonnage, dite en bon franglais benchmarking, qui a gagné depuis une trentaine d'années les théories du management, public ou privé. Pour schématiser, le benchmarking permet la comparaison sur des critères abstraits de processus de production hétérogènes, par exemple la gestion des stocks dans les entreprises qui ne font pas du tout la même chose. L'augmentation de la productivité s'effectue ainsi au moyen d'indicateurs de performance, aussi aisément maniables que difficilement contestables, puisqu'ils prennent la forme de données chiffrées. Des auteurs, comme Isabelle Bruno, Emmanuel Didier ou Béatrice Hibou, pointent néanmoins certaines difficultés. Non seulement la simplification excessive de réalités complexes, et l'injustice que ça produit lorsque les indicateurs sont exposés sous forme de tableaux de classement, par exemple chez les hôpitaux ou les lycées, mais surtout la déformation de la perception de la société que cela induit chez les décideurs du fait de cette abstraction des indicateurs par rapport à la complexité des situations concrètes. On retrouve ici la question du milieu associé qu'il s'agit de transformer, mais sans véritablement se donner les moyens de le comprendre au préalable. Et dès lors, ce management par des indicateurs dits de qualité induit une approche essentiellement procédurale des problèmes sociaux et économiques. La conformation à des règles dites de bonne pratique se substitue alors à une confrontation réelle aux difficultés. Comme l'a montré Béatrice Hibou, la gestion des risques, en l'occurrence ici celui appelé l'incertitude juridique des employeurs, cette gestion des risques tend alors à se substituer concrètement à la résolution des problèmes. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je me contenterai d'en mentionner une illustration que j'ai trouvée récemment, lundi en fait, dans ce titre du journal La Tribune, issu d'un entretien avec le président d'une fédération régionale d'acteurs de la solidarité, Christian Chasserio. Sollicité pour analyser la crise sociale que nous traversons actuellement, celui-ci déclarait « Notre société a choisi de gérer la pauvreté au lieu de l'éradiquer ». Une formule qui révèle une certaine pertinence à l'analyse des conceptions inspirant bon nombre de politiques sociales contemporaines. Que conclure ? D'un point de vue technique, il ne m'appartient pas d'estimer l'efficacité du barème des indemnités dans la perspective de la croissance économique, ni même dans celle de la justice sociale. Il est d'ailleurs impossible de savoir comment cette mesure sera concrètement mise en œuvre, et c'est bien l'un des objectifs de ce colloque que de poser ce problème. On peut en revanche considérer que cette efficacité, c'est-à-dire sa capacité à atteindre son but, n'est pas univoque, ce que j'ai essayé de montrer en intégrant cette notion de milieu associé à l'analyse de la rationalité de l'instrument technique. Cette efficacité peut en effet s'entendre en plusieurs sens, selon que l'on avalise ou non ce qui paraît conditionner fondamentalement cette mesure, à savoir la nécessité de constituer délibérément, voire exclusivement, la société sous la forme d'un marché. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues, pour bien sûr la teneur de vos propos et puis le respect remarquable du temps. Donc vous avez évoqué les mots d'égalité, de sécurité,
d'impersonnalité, d'automaticité, les théories du management, l'approche procédurale, etc. Donc nous avez déjà fait complètement entrer dans le vif du sujet. Je cède immédiatement la parole à l'orateur suivant, Thierry Kirat, qui est directeur de recherche au CNRS et qui va nous parler de l'équité et de la barémisation. Merci Madame la Présidente. Je tiens à remercier le CRJ et les organisatrices de me donner l'occasion de participer à vos travaux, ce que je fais avec beaucoup de bonheur. Alors, je mets mon chronomètre en marche. Donc, mon propos va prolonger l'exposé précédent en s'en différenciant sur le fond autour des questions d'équité et de justice. J'entends justice sociale, par justice la justice sociale, et je soutiendrai que l'équité est une chose et la justice sociale en est une autre. Donc je ne suis pas de ceux qui soutiennent que l'équité serait une forme de justice et vice-versa. Donc je ne ferai pas un exposé théorique. Il y a énormément de théories économiques et philosophiques sur l'équité et la justice. Mais je vais partir d'énoncés assez distillés, c'est-à-dire qui partent de l'essence des concepts. Et j'entendrai ici l'équité au sens d'un principe, l'équité, je précise, horizontale, donc entre individus. L'équité qui est un principe qui consiste à traiter de manière égale les situations égales. Quant à la justice, je la prendrai au sens distributif. Je ne crois pas à l'ordre spontané du marché et à la justice inhérente au marché, à la justice commutative. Cette justice au sens distributif met surtout l'accent sur la position des personnes au regard de la distribution des droits et des revenus. Donc équité et justice. Alors, mon propos sera court, dans 20 minutes imparties, autour de deux points. D'abord l'équité et le barème, et ensuite, pour démontrer grosso modo qu'on peut traiter de manière équitable des personnes en situation identique, mais ce sous l'emprise de règles injustes. Et que, voilà, donc se pose ensuite, après la question de l'équité qui consiste à traiter de manière égale des personnes égales, de savoir si ce principe équitable est opéré selon des règles justes ou injustes. Et ce sera le deuxième point de mon exposé. Sur le point, donc l'équité horizontale. Alors, l'équité horizontale consiste à, je le répète, à traiter de manière égale des personnes placées dans des situations égales. La question qui se pose immédiatement est alors de savoir qu'est-ce qui rend égales des situations ou des personnes. Alors, grosso modo, sur les principes, je pense qu'il y a deux dimensions. Deux dimensions qui renvoient à des caractéristiques différentes. La première dimension, c'est celle du fait qu'un individu quelconque appartient à une classe d'individus qui partagent avec lui des caractéristiques identiques. L'âge, le sexe, l'ancienneté, la qualification, le salaire. Donc autant d'éléments qui font qu'il y a généralisation possible, donc au sens où un individu quelconque peut être attaché à une classe d'individus qui partagent les mêmes caractéristiques. Donc on passe d'une situation individuelle, la situation d'individu alpha, à la classe à laquelle cet individu alpha peut être rattaché. Donc il y a ici une généralisation possible. On va de l'individu à la classe, c'est-à-dire à un groupement d'individus qui partagent et généralisent ces caractéristiques individuelles. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est celle d'individus placés dans des contextes d'emploi différents. Donc là, on reste dans le domaine de la singularité. Donc cette deuxième catégorie manque cette propriété de généralisation, c'est-à-dire d'appartenance à une classe d'individus partageant les mêmes caractéristiques. Donc, des contextes spécifiques, le marché du travail local, le bassin d'emploi, l'activité dont il est question, la structure de l'entreprise, c'est une petite, une moyenne, une grande, membre d'un groupe ou indépendante,
quel est le style de management dans l'entreprise, l'histoire des relations sociales, etc. Donc ici, on pourra rajouter des choses à l'inventaire, mais qui renvoient essentiellement à des éléments particuliers qui ne sont pas ou qui sont moins généralisables que dans le premier cas, dans la première dimension. Alors, rattachant ces deux dimensions à la question qui nous occupe ici, celle de l'indemnisation des salariés victimes de licenciements abusifs. Si on se rapporte à la première dimension, donc de l'individu à la classe d'individus partageant les mêmes caractéristiques, en l'absence de barème, donc disons, le pouvoir souverain du juge du fond bien sûr, exercé sans référence extérieure, peut générer de la dispersion statistique. Donc des écarts significatifs, plus ou moins importants selon les cas, selon la juridiction. C'est-à-dire que, prises globalement, les décisions d'indemnisation à ce titre-là, donc de réparation du préjudice que représente un licenciement abusif, présentent donc des écarts à la moyenne, de la dispersion, ce qui fait que des individus identiques sur le territoire de la République sont traités de manière différente selon la juridiction. Donc, de mon point de vue, globalement, ce système autonome, donc manquant de référence extérieure, pour évaluer le montant d'une indemnité pour licenciement abusif, eh bien, n'est pas forcément équitable. Sur la deuxième dimension, donc celle qui reste dans le domaine de particulier, du singulier, du contextuel, toutes ces caractéristiques que j'ai évoquées tout à l'heure, le marché du travail local, style de management, l'histoire des relations sociales en entreprise, etc., ne sont pas généralisables, et seul donc ici le juge peut en connaître. Parce que dès lors qu'il y a des éléments présents dans la mémoire des parties plaignantes ou simplement parce que les conseillers issus du monde du travail sont ancrés dans un territoire qu'ils connaissent, dont ils sont familiers, il y a un certain nombre de choses qui sont partie prenante à la caractérisation du cas. Alors, la barémisation maintenant. Donc, barémisation, ici, je l'aborde du point de vue d'un barème indicatif, sans plafonnement, sans minima, sans maxima. Donc, sur l'idée d'une référence extérieure indicative. La barémisation, dans ce sens-là, référence extérieure indicative, c'est un outil intéressant de conciliation des deux dimensions que je viens d'évoquer. D'un côté, elle permet d'identifier la classe à laquelle l'individu quelconque appartient, avec des références d'indemnisation communes aux éléments de la classe. Par exemple, les femmes comptables de 45 ans ayant 10 ans d'ancienneté dans une entreprise de 10 salariés. Donc on peut rattacher Madame X à la classe, disons, des femmes présentant les mêmes caractéristiques. Et de l'autre côté, de l'autre côté, le fait que le barème soit indicatif permet de laisser des marges d'appréciation sur la deuxième dimension, donc sur le spécifique, le particulier, le singulier, qui renvoie à des situations contextuelles non généralisables. Donc, mon point de vue, du point de vue de l'équité, voilà, la barémisation permet de concilier finalement ces deux dimensions et d'avoir ici à la fois un élément d'harmonisation du traitement des justiciables placés dans la même situation, tout en laissant une marge de manœuvre, d'appréciation souveraine sur des éléments contextuels qui renvoient cette fois à autre chose qu'au généralisable. C'est un équilibre qui me semble intéressant, à condition que le barème ici soit indicatif. Alors, le problème qui se pose maintenant, c'est de rattacher ce propos avec l'état du droit du licenciement, et de ses évolutions considérables ces dernières années.
Alors, ma grille de lecture que je viens d'exposer, c'est finalement que l'équité horizontale suppose que les individus identiques soient traités de manière identique, et cela peut être réalisé sous une multitude d'états du droit. On peut dire aussi, au regard de l'équité, que le plafonnement des indemnités prud'homales est un état de droit qui traite de manière égale des individus identiques. Ce qui pose maintenant la question de savoir si les règles en vigueur sont justes ou injustes. Donc on peut traiter de manière, je le répète, équitable des individus sous l'empire de règles justes ou de règles injustes, au regard d'un critère de justice. Et dans le deuxième temps de mon propos, très rapidement, je vais affirmer une position, c'est ma seule référence théorique ce matin, à la Calabresi, à la Guido Calabresi, grand juriste américain, progressiste, donc disons l'antithèse de Posner, qui disait à propos de l'efficience du droit qu'elle ne peut être, donc l'efficience du droit, à l'analyse économique du droit, ne peut être pensée indépendamment des principes de justice que le droit positif incorpore. Alors, la barémisation, devenue barémisation avec plafonnement, avec l'ordonnance du 22 septembre 2017, le plafonnement pose des questions spécifiques. Et la question spécifique, et là c'est un point de débat, je pense, interdisciplinaire, autour de l'idée que finalement, réduire les droits ne va pas dans le sens de la justice sociale. Prenons quelques grandes lignes de l'évolution. L'article L 1235-1, issu de la loi Macron en 2015, prévoyait à l'époque la référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Et le décret issu, le décret du 22, pris pour l'application de cette nouvelle loi, le décret de novembre 2016 prévoyait qu'une majoration des indemnités est possible lorsque le salarié en question a 50 ans ou plus au moment de la rupture du contrat de travail et lorsque ce salarié rencontre certaines difficultés pour retrouver un emploi. Cette dernière disposition rappelle par ailleurs certaines dispositions de droit américain, qui finalement prennent en considération l'état du marché du travail et les perspectives de retour ou de non-retour au travail. Alors ce décret était intéressant parce que même si c'est un peu limitatif, la prise en compte des difficultés prévisibles du retour à l'emploi est cohérente avec le deuxième principe que j'ai évoqué au début de mon intervention, à savoir l'état du marché du travail local. Donc, je n'ai pas de problème avec la barémisation indicative, mais donc le plafonnement introduit par l'ordonnance de 2017, du 22 novembre 2017, qui abroge l'article L de 1235-1 que je viens de citer, c'est que la barémisation indicative est une chose, qui peut être vertueuse, qui peut être effectivement un gage d'équité, mais le plafonnement transforme la question de la barémisation. Et le plafonnement, ici, étant limitatif des indemnités prud'homales, porte atteinte à, effectivement, la capacité qu'a le juge à prendre une décision qui articule ces deux dimensions que j'ai évoquées au début de mon intervention, le spécifique d'un côté et le généralisable de l'autre. Donc, ce plafonnement pose des questions tout à fait spécifiques au regard de l'articulation de la justice et de l'équité. Je vous remercie. Je vous remercie.
il y aura un débat après l'intervention qui suit. Donc, nous avons bien compris que vous faisiez la distinction entre les barèmes indicatifs et puis le plafonnement. Et je pense que l'intervention suivante d'Isabelle Saint, qui est directrice de recherche au CNRS sur barème et approche juridique, va compléter ce qui a déjà été dit. Merci. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à cette journée et puis vous dire à quel point je suis désolée d'être arrivée tellement en retard. Je sais que Lyon, Grenoble en voiture, c'est compliqué, mais c'est toujours plus compliqué que prévu. Donc, je vais reprendre la question du barème du point de vue de son approche juridique. En tout cas, je vais essayer de vous présenter quelles sont la place globalement des barèmes dans le fonctionnement du droit. Mais vous verrez que, à travers une approche peut-être plus technique sur la façon de fabriquer des barèmes, je reviendrai sur ce qui a déjà été abordé, sur la question de la classe, c'est-à-dire de la détermination de situations semblables qui permettraient l'application d'un barème pour renforcer les questions d'équité sous réserve des situations individuelles. Et puis aussi sur la question des projets politiques que porte un barème, parce que construire un barème, c'est aussi nécessairement avoir un projet politique, même s'il est traduit sous forme de tableaux et de chiffres. Alors, nous n'avons pas de définition légale, a priori, de ce que c'est qu'un barème. En revanche, on sait qu'il y en a beaucoup dans le fonctionnement du droit, des barèmes légaux ou des barèmes qui ne sont pas des barèmes légaux, qui ne constituent pas une norme juridique, mais qui participent au fonctionnement de la règle de droit et qui, à l'occasion, sont utilisés par les juridictions de façon explicite ou implicite. Alors, ces barèmes, souvent issus de la pratique, sont très variables du point de vue de leur diffusion. Parallèlement à la recherche qui est conduite à Grenoble sur la question des barèmes, il y en a une autre qui est conduite à Saint-Étienne et à Lyon sur cette même question. Et on se rend compte qu'on a procédé à des entretiens, en particulier auprès des magistrats de toutes sortes de juridictions. Et donc on a rencontré beaucoup d'hypothèses de barèmes, dont la diffusion donc est très variable. Parmi les barèmes issus de la pratique, le barème sur les pensions alimentaires pour enfants est sans doute le plus diffusé, parce qu'il a été diffusé officiellement via le ministère de la Justice. D'autres sont issus d'un processus national, comme le barème en matière de surendettement pour calculer les restes à vivre dans la construction des plans de surendettement. Du coup, tous les magistrats des tribunaux d'instance peuvent utiliser ce type de barème. D'autres sont en compétition entre eux en matière de prestations compensatoires. Il existe plus d'une dizaine de barèmes très différents les uns des autres qui sont tous utilisés en partie, tous ou en partie par les avocats et par les magistrats. D'autres sont des barèmes, alors là on peut s'interroger sur la définition du mot barème, qui sont des barèmes quasi individuels, en particulier sur les montants associés à l'article 700. Donc là, on rencontre des juges qui se sont fixés leurs propres règles de montant au titre de l'article 700, ou des règles qui sont partagées au sein d'une chambre ou au sein d'une juridiction, ou même des barèmes qui sont transmis oralement, mais là encore, sous la réserve de ce qu'on retient comme définition des barèmes, en particulier dans les tribunaux de commerce, de président à président de tribunal de commerce. Il peut y avoir des outils comme ça qui sont transmis, qui ne sont pas même écrits, mais qui permettent une pérennité de règles infrajuridiques qui sont transmises de président à président. Donc l'effet de ces outils est plus ou moins important sur les décisions de justice, notamment selon leur diffusion. Évidemment, la question se pose dans d'autres termes lorsqu'on parle de barème obligatoire. Et puis ces barèmes sont également très nombreux dans des domaines extrêmement importants. Alors pour vous donner juste un petit panorama, je suis allée voir les arrêts de la Cour de cassation publiés sur les 18 derniers mois et on trouve des barèmes sur la détermination d'un taux d'incapacité ou d'invalidité, des barèmes conventionnels d'entreprise sur les évolutions de carrière, sur les salaires, sur les calculs de primes de départ à la retraite, des barèmes fiscaux évidemment, calcul de l'usufruit, indemnité kilométrique, le barème d'indemnisation des agriculteurs par les fédérations de chasse suite à la dégradation des prés par des gros animaux, un barème utilisé par un tribunal chypriote pour fixer des frais de justice, évidemment le barème en vigueur pour le licenciement, le fameux barème de capitalisation dit de la Gazette du Palais,
qu'on retrouve. Alors, ce sont des barèmes qu'on ne retrouve pas forcément sous la plume de la Cour de cassation, mais qui sont mobilisés dans les moyens qui sont présentés devant la Cour de cassation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Des barèmes de calcul d'indemnisation, par exemple, sur l'indemnisation des victimes de l'amiante, des barèmes de rémunération des artistes-interprètes, des musiciens, etc., des barèmes de récupération des prestations familiales indûment versées auprès de l'allocataire, et en l'occurrence dans cet arrêt que les caisses de l'allocation familiale essayaient de récupérer auprès du concubin de l'allocataire. Et puis encore une barème de réparation du préjudice corporel dans le cadre de l'indemnisation à la suite d'une détention provisoire. Donc vous voyez, ça part dans tous les sens. Ce sont des barèmes extrêmement divers et qui posent la question d'une éventuelle tentative de définition de ces outils. Alors il me semble qu'il y a 3 éléments structurants qui sont importants pour discuter de cette définition. D'abord, est-ce qu'un barème, c'est forcément une règle de calcul, c'est-à-dire l'articulation d'au moins 2 critères qui permettent de produire un résultat chiffré. Le barème dont on parle à propos du licenciement, du coup, ne serait pas un barème parce qu'il n'y a pas l'articulation de 2 critères. Il y a juste, pour le montant maximum en tout cas, il y a juste l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ou est-ce qu'on peut aller éventuellement plus loin et considérer qu'il y a barème, en tout cas dès qu'il y a utilisation de données chiffrées, que ce soit en entrée ou en sortie? Ce qui est certain, c'est que le barème est un outil, deuxième élément, un outil d'aide à la décision, mais un outil d'aide à la décision parmi d'autres, d'autant moins nombreux qu'on a une définition plus stricte du barème. Ce qu'il apparaît en tout cas, c'est que les outils d'aide à la décision qu'on trouve, ce sont souvent des outils qui produisent effectivement un élément chiffré, donc des pensions, des indemnités, des dommages et intérêts, ou alors des outils qui permettent de décider d'une orientation procédurale, en particulier en droit pénal ou en matière de procédure collective. Mais tous les outils d'aide à la décision ne sont pas des barèmes. On a rencontré des outils d'aide à la décision, là encore, très, très variés. Par exemple, un magistrat qui avait créé une espèce de tableau récapitulatif de tous les délais de prescription susceptibles de s'appliquer à un type de contentieux, de façon à lui faciliter la vie et à trouver beaucoup plus facilement les prescriptions applicables au type de décision qu'il rendait. On a trouvé aussi, par exemple, un tableau Excel extrêmement sophistiqué, construit par un conseiller en cour d'appel, qui reprenait l'ensemble du processus intellectuel suivi par un magistrat qui veut fixer des dommages et intérêts en matière de préjudice corporel. Alors c'était évidemment la nomenclature d'un TIAC, mais c'était aussi des montants associés à la nomenclature d'un TIAC, et aussi la table de capitalisation qui était, si je me rappelle bien, la table de capitalisation de la Gazette du Palais. Enfin, l'ensemble des outils dont le magistrat pouvait avoir besoin pour finalement produire une décision. Et puis, on peut aller plus loin dans les outils d'aide à la décision. Est-ce qu'on met ou est-ce qu'on ne met pas dans la question des barèmes, mais en tout cas dans la qualification d'outils d'aide à la décision, les trames d'aide à la rédaction des décisions qui se multiplient, qui peuvent être proposées via les autorités nationales ou construites localement ou par un ensemble de professionnels. Par exemple, les juges aux affaires familiales utilisent des trames d'aide à la décision et, via une liste de discussion qui est extrêmement utilisée, peuvent se diffuser comme ça des outils qui leur sont utiles. Et puis on a des outils d'aide à la décision hybride avec des données chiffrées qui sont utilisées ou en entrée ou en sortie. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais par exemple pour que le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement, le tribunal de commerce arrête un plan de sauvegarde ou de redressement, on peut rencontrer des tribunaux qui se sont donné des informations chiffrées pour mieux apprécier, ou en tout cas apprécier de façon plus uniforme, la qualité de possibilités sérieuses de continuité de l'entreprise. Troisième point, et c'est sans doute le point le plus important, c'est la question de la modélisation du raisonnement auquel va conduire un barème, et donc la question des choix des critères dans la construction de cet outil. Les critères retenus dans une
règle de calcul, dans un barème, traduisent ou devraient traduire un raisonnement, une logique, un objectif qui est à atteindre. Et de ce point de vue, on pourrait presque considérer que la construction d'un barème est une forme d'interprétation du droit, mais une interprétation du droit qui se traduit non pas dans un article de doctrine, mais dans des données, dans la construction d'un outil d'aide à la décision. Pour vous donner un exemple, pour le barème qui a été construit pour aider à fixer les montants des pensions alimentaires pour enfants, certes, le Code civil donne des informations relativement précises, mais pas suffisamment d'informations pour construire ce type d'outil. Et par exemple, une des questions qui s'est posée, c'est comment assurer l'égalité des enfants, quel que soit leur rang de naissance, y compris lorsqu'ils sont nés de plusieurs couples successifs. Donc il y a des moyens de résoudre ce type de questions en construisant un barème. Mais la question de principe, c'était est-ce qu'on assure cette égalité ou bien est-ce qu'on fait prévaloir les enfants nés avant, considérant qu'il faut d'abord remplir ses obligations avec les enfants nés dans un premier temps et puis ensuite, s'il reste de l'argent, à l'égard des enfants nés dans un deuxième temps. Donc ça, la loi ne le dit pas expressément. Donc pour construire ce type d'outil, il faut interpréter la loi et remplir en quelque sorte les creux de la loi pour faire un outil. À l'inverse, on a des outils qui n'ont pas fait ce travail d'interprétation. Alors, les exemples que je prends, c'est dans le droit de la famille, parce que c'est mon domaine, bien plus que le droit du travail. Quand on travaille sur les barèmes ou outils de la décision qui ont été produits en matière de prestations compensatoires, on voit bien qu'ils ont été produits sans justification politique, au sens noble du terme, et qu'en fait, il y a autant de logique, si on peut parler de logique, que de barème, qui d'ailleurs produisent des montants de 1 à 20, je crois que le calcul a été fait, et qui font prévaloir tel ou tel critère sans qu'on sache pourquoi. J'évoque simplement l'idée que considérer qu'un barème doit avoir un projet politique et expliciter ce projet politique, c'est aussi peut-être exclure le recours à ce qu'on appelle les barèmes constatés et qui est en train de se développer beaucoup à travers la justice prédictive, qui consiste à aller chercher dans des masses de données les montants habituellement décidés par des magistrats sur des dommages et intérêts, sur des pensions alimentaires notamment, ça se fait beaucoup, parce qu'il y a une vraie difficulté dans cette opération à faire le lien entre les montants et les critères de décision qui justifient ces montants. Donc effectivement, on peut reprendre les critères légaux sur les pensions alimentaires pour enfants, on peut reprendre les critères légaux et donner les revenus des parents et le nombre d'enfants par exemple. Mais s'il y a d'autres justifications qui sont intervenues dans le raisonnement du juge, et par exemple la présence d'un avocat, parce qu'on peut démontrer que quand il y a un avocat à l'instance, la pension alimentaire est plutôt importante, cet ensemble de justifications disparaît complètement dans ce type de barème constaté. Et utiliser des barèmes construits avec un vrai projet politique, ça permet d'évacuer ces justifications qui, a priori, sont peut-être logiques, mais pas forcément juridiquement légitimes. Donc, construire un barème, c'est s'imposer un travail de construction d'un modèle des raisonnements. Et c'est aussi, du coup, choisir quels sont les éléments de décision les plus importants et construire des classes, c'est-à-dire arriver à considérer qu'est-ce qu'on va considérer comme étant des situations semblables qui méritent d'être traitées de façon semblable. Donc c'est un choix politique extrêmement important et ça suppose, à partir du moment où on crée des catégories de situations semblables pour proposer d'une situation semblable à travers l'usage du barème, ça suppose d'admettre que toutes les situations qui sont proposées au juge en particulier ne rentrent pas forcément dans cette catégorie des situations semblables, et donc que l'auteur de la décision, et en l'occurrence le juge, doit pouvoir s'extraire du fonctionnement du barème parce qu'il est dans une situation particulière. Donc l'outil barème peut être utile à mon sens, peut être un bel outil d'aide à la décision, sous réserve qu'il ne peut pas prévoir toutes les situations et que donc il faut pouvoir s'extraire de cette situation, ce qui exclut a priori les barèmes obligatoires.
Pour quelle finalité? Donc, si les barèmes se multiplient, et encore, sans doute se multiplient-ils, mais on peut aussi considérer que ça fait bien longtemps qu'ils existent, mais qu'on ne les voyait pas et qu'on ne les regardait pas. En tout cas, pourquoi s'intéresse-t-on à ces barèmes et pourquoi, notamment, dans tous les rapports sur la justice, peut-on lire qu'il serait intéressant de créer des barèmes et de les diffuser? Un élément qui, en leur défaveur, qui serait leur fonction managériale. On n'a plus d'argent dans la justice, il faut gagner du temps juge, et si on crée des barèmes, on va gagner du temps, et donc faire des économies. Il semblerait que l'argument soit plutôt assez décalé, puisque en tout cas, quand on travaille avec les magistrats, ils nous expliquent que non, a priori, ça ne leur fait pas gagner du temps, parce que s'ils gagnent du temps là, ils vont en passer plus sur le reste du dossier, et puis surtout, à partir du moment où le dossier, le barème est explicite, qu'il est connu des parties et de leurs avocats, du coup la discussion va porter sur la construction du barème. Donc ça ne fait pas forcément gagner du temps. Par contre, ça peut lisser les décisions des magistrats, j'y reviendrai. Ça, je pense que c'est une fonction managériale beaucoup plus importante et qui est beaucoup plus transparente, qui est le partage d'un outil commun entre plusieurs instances de nature différente. Le barème est souvent présenté comme une façon de lisser la jurisprudence d'un même juge ou de juge à juge entre différentes juridictions, mais c'est aussi une modalité de coordination entre plusieurs instances de nature différente et qui pourrait aboutir, et c'est en train de se faire, semble-t-il, au déplacement du centre de décision. Alors, par exemple, quand on crée un barème, on dit que ça va favoriser les accords. Donc la décision, elle ne sera plus prise par le juge, elle sera prise d'un commun accord par les parties. Premier exemple. Sachant que c'est un a priori, mais que du côté de la recherche, on n'est pas tout à fait sûr que l'existence d'un barème qui rende la décision prévisible multiplie effectivement les accords. Ça mérite d'être étudié. Par exemple, il existe beaucoup de barèmes et d'outils d'aide à la décision dans le monde du droit pénal qui permettent d'associer, enfin de structurer le processus décisionnel entre police, parquet et siège. Mais du coup, on peut se demander qui a créé l'outil qui va être utilisé, puisque les différents intervenants aux procédures vont s'aligner. Et si cet outil il a été créé par des services de police ou par des services du parquet, alors ça veut dire que les sièges vont en quelque sorte se soumettre à une règle de conduite qui a été créée par d'autres que par eux. Et puis l'exemple typique, c'est l'exemple du barème sur les pensions alimentaires pour enfants, qui est un barème non obligatoire à destination des magistrats, et qui, par le fait de 2 lois successives, la loi 2016, Justice 21, et puis la loi de programmation qui est en cours de vote, devient en quelque sorte un barème obligatoire pour les parties à travers l'autorité donnée aux caisses d'allocation familiale de fournir un titre exécutoire à partir d'un accord qui respecte le montant minimal proposé par le barème. Et puis la loi de programmation qui prévoit même que le directeur de caisse d'allocation familiale pourra fixer un montant de pension alimentaire lorsqu'il s'agira de réviser une décision juridictionnelle antérieure, à condition que les critères qui justifient l'évolution soient les critères qui sont pris expressément en compte dans le barème, c'est-à-dire les revenus du débiteur ou le nombre d'enfants. Donc on voit que ces outils sont aussi des outils de coopération entre instances différentes, mais aussi éventuellement des outils de modification du centre de la décision. Deuxième finalité après la fonction managériale, c'est la fonction instrumentale qui est bien connue, c'est la réduction de l'incertitude, la création de régularités pour un même juge ou entre juges ou entre juridictions. Je ne vais pas plus loin, simplement, là encore, il n'est pas tout à fait certain que ça marche. Ça mériterait d'être vérifié. Et puis, aussi, une fonction politique sur laquelle je reviens, qui est extrêmement importante, qui est de faire prévaloir telle ou telle interprétation de la loi, dans les creux de la loi. Et on voit bien, pour revenir sur le barème en matière de licenciement, que c'est effectivement une forme d'interprétation qui a été construite, puisqu'il s'agit pour le moins de réduire les incertitudes, avec un objectif de prévisibilité, un objectif de maîtrise du risque contentieux pour l'entreprise. C'est bien
un objectif politique qui est poursuivi à travers ce barème, même si par rapport à une définition un peu stricte du barème, ça n'en est pas vraiment un. Ce qui signifie que cette fonction politique impose des précautions à prendre lors de la fabrication de cet outil. Qui le fait? Comment est-il fait? Quels choix ont été faits à cette occasion? Et ce qui impose que ces outils, au moins lorsque ces outils, ce sont des outils qui sont issus de la pratique, évidemment, parce que la question ne se pose pas dans les mêmes termes pour des outils issus du pouvoir réglementaire ou législatif, impose que ces outils soient soumis à la discussion pour être débattus, pour acquérir une forme de légitimité. Et cette discussion, elle est la discussion à l'occasion du débat juridictionnel ou la discussion collective type débat citoyen ou débat savant ou débat doctrinaux autour de la construction de ces barèmes. Et ça pose une vraie difficulté qui est que ces outils ne sont pas forcément des outils suffisamment partagés au sein de la communauté pour faire l'objet de discussions, encore que, en tout cas dans le champ du droit de la famille, ces publications sont de plus en plus fréquentes. En revanche, ça pose une autre difficulté qui est la discussion de ces outils au sein de l'instance, au sein du débat juridictionnel. La jurisprudence de la Cour de cassation est restrictive. À propos la Cour de cassation a rendu un arrêt à propos du barème sur les pensions alimentaires pour enfants et elle a sanctionné un arrêt d'appel qui se fondait pour prendre sa décision sur ce barème. Donc évidemment, la décision a été cassée puisque la Cour de cassation a rappelé qu'il fallait se fonder sur des critères légaux pour prendre une décision et pas sur ce barème, ce qui était attendu. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que une bonne partie des commentateurs de cet arrêt ont considéré que la Cour de cassation interdisait les barèmes. Or, ce n'est pas ce qu'elle dit, elle n'interdit pas les barèmes. Par contre, elle les rend invisibles. Vous pouvez utiliser des barèmes, mais attention, si vous motivez sur les barèmes, vous pouvez aussi a priori motiver sur les barèmes, mais à condition d'expliquer que les barèmes est un des éléments qui est pris en considération dans la motivation, mais que ce qui motive, c'est le fait que ces barèmes reprennent les critères légaux qui eux-mêmes sont respectés. Mais du coup, par sécurité sans doute, ces barèmes ne sont jamais, même s'ils sont très souvent utilisés, y compris oralement au cours des audiences et discutés avec les avocats ou avec les parties, l'utilisation de ces barèmes, c'est vrai pour la prestation compensatoire aussi, et c'est vrai sans doute pour d'autres, par exemple sur l'article 700, l'utilisation de ces barèmes est complètement transparente dans la jurisprudence de la Cour de cassation, mais aussi dans les décisions des juges du fond qui ne prennent pas le risque de faire référence au barème de peur d'une sanction ultérieure. Donc, ça rend la discussion plus compliquée puisque on ne peut pas l'appréhender à partir de la lecture des décisions de justice. Et par contre, selon les pratiques locales, ces barèmes peuvent être discutés au sein de l'instance à partir du moment où les avocats, les parties éventuellement, mais surtout les avocats, ont connaissance de l'existence de ces barèmes et les mobilisent dans la discussion. Pour terminer, la recherche qu'on est en train de faire, elle montre une forte demande de la part des professionnels magistrats pour avoir des outils d'aide à la décision, barème ou pas barème, à condition évidemment qu'ils restent facultatifs, parce que sinon évidemment c'est en quelque sorte renier leur fonction, afin d'assurer une cohérence de la production, même pour un même juge qui nous dit mais moi c'est important d'avoir ce type d'outil parce que d'une affaire à l'autre je pourrais ne pas juger de façon semblable et c'est un problème, mais pour un même juge, de juge à juge ou entre juridictions. Et aussi ce qui est associé, une forte demande de la part des magistrats de la mise à disposition de ces outils. Parce que pour l'heure, on a une extrêmement grande disparité, non seulement des outils, mais aussi de sa diffusion. Donc on a des productions endogènes multiples qui ne sont pas forcément cohérentes entre elles, ni forcément appuyées sur l'état du droit. L'exemple des barèmes en matière de prestations compensatoires est typique.
On a une transmission de l'information lorsqu'un barème existe, en posant l'hypothèse que c'est un barème sérieux qui a été bien construit. On a de toute façon une transmission de l'information qui est très aléatoire, qui est même parfois interdite sous forme d'autocensure des magistrats qui peuvent nous dire « oui, ces outils sont extrêmement utiles, mais lorsqu'un magistrat arrive dans ma juridiction, je ne peux pas lui dire qu'il existe parce qu'il risque de mal le prendre au titre de son indépendance, même si c'est un outil bien évidemment facultatif. » Et puis cette diffusion des outils est rendue encore plus difficile par le turnover des magistrats qui fait qu'il y a une nécessité perpétuelle de renouveler l'information. Et pour avoir eu l'expérience du barème fait en matière de pension alimentaire pour enfants, effectivement, on a pu constater que cet outil qui était pourtant diffusé de façon officielle par le ministère de la Justice auprès des chefs de juridiction devait avoir une mise à jour annuelle parce qu'il utilise le montant du RSA et que cette mise à jour arrivait de façon très aléatoire de temps en temps. Qu'en ligne, on a accès à la coexistence de plusieurs versions parallèles avec des mises sur des années différentes, qu'on ne trouve pas toujours en ligne, ça dépend un peu des moments. Et surtout, et je reviens sur l'élément de débat et le projet politique est extrêmement important, et surtout, ce barème, quand il a été construit, a été accompagné d'une sorte de note explicative pour expliquer l'ensemble des choix d'interprétation qui ont été faits dans sa construction, et ça n'a jamais été diffusé en même temps que le barème. Dernier mot, toujours sur le projet politique des barèmes ou des outils d'aide à la décision, parce que ça me semble le plus important. Un outil d'aide à la décision est utile aux magistrats s'il est simple d'utilisation, mais la simplicité d'utilisation ne veut pas dire la simplicité de fabrication. C'est-à-dire que même si l'outil se présente de façon simpliste, ça ne veut pas dire que la façon dont il a été construit est simpliste, et il ne faut pas mélanger ces deux niveaux d'analyse. Je vous remercie. Merci Isabelle, et merci d'avoir insisté sur l'idée de projet politique. Alors, il y a sans doute des questions dans la salle. Nous avons devant nous 30 minutes parce que les orateurs ont parfaitement respecté le timing. Donc je vous propose qu'on laisse un petit temps aux questions et puis une pause et on reprendra à 11h. Donc y a-t-il des questions dans la salle? Peut-être que si vous pouvez vous présenter. Alors, Jean-Pierre Sorel, défenseur syndical de la CFDT. Je vous pose une question à M. Thomas Beaufort-Gibault. Faisons un peu de philosophie. Vous nous avez expliqué que, d'après Aristote, si j'ai bien compris, il faut toujours tenir compte du milieu associé quand on fait une loi. Ça, c'était Simondon, c'était pas Aristote. C'est un autre auteur, moins vieux, oui. Donc, vous nous avez expliqué que la loi sur les barèmes tenait plus compte du milieu associé, c'est-à-dire du contexte, comprendu aujourd'hui, du contexte économique que du contexte social. Et donc, vous pouvez susciter un sentiment que vous avez appelé d'irrationalité. Mais est-ce que les deux motivations quant à ce projet de loi sont complètement pour vous interdépendantes, ou est-ce qu'au contraire, il peut y avoir ce contexte social qui joue ce contexte économique, et réciproquement? Je ne prendrai qu'un exemple. Les maladies professionnelles qui sont liées à tout un contexte économique, les burn-out, les dépressions, coûtent très cher à la Sécu. Et donc, le privilégié économique n'est pas parfois en allant contre le social, parce que ce n'est pas anti-économique. Voilà. Merci pour votre question. J'essayais simplement pour préciser mon point de vue, j'essayais simplement d'utiliser cette grille de lecture, parce qu'on utilise la notion de technique de gouvernement, de technologie. On a parfois l'impression d'être gouverné avec des tableaux Excel, des choses comme ça. En quoi, au fond, est-ce que l'analyse des instruments techniques, en général, permet de mettre en lumière certaines spécificités, et en l'occurrence, du barème.
mon point était simplement de dire que la technologie, en l'occurrence ici de barémisation dans ce contexte-là, semble solidaire d'une forme de construction du milieu associé. Elle tient compte du milieu associé comme tout instrument technique, mais ce milieu, il contribue à le construire pour être réellement. Et donc il y a effectivement une négligence, mais volontaire en fait, des autres aspects. Après, personnellement, je vous suis tout à fait sur le fait que, oui, voilà, il faudrait en effet... voilà. Après, est-ce qu'il faut intégrer je sais pas, comment dire, les burn-out, enfin les maladies professionnelles comme un facteur de risque à l'intérieur des décisions rationnelles du chef d'entreprise? D'une certaine façon, c'est ce qui est le cas, c'est-à-dire qu'effectivement, on parle aujourd'hui de risque psychosocial. C'est une terminologie avec laquelle, personnellement, je suis un peu réticent, enfin j'ai quelques réticences, parce que d'une certaine façon, ça contribue à une forme d'hygiénisation en fait, de la société, au lieu de justement de considérer le conflit au travail comme quelque chose de normal, en fait. Voilà, donc on va demander à des experts, voilà, quantitativiser tout ça. Mais sur le fond, si votre question vise à constater un conflit entre des logiques sociales et des logiques purement économiques, je suis d'accord. C'est bien ce que je voulais dire. Après, est-ce qu'il faut absolument réintégrer les maladies professionnelles à une simple lecture économique? J'en sais rien. Y a-t-il d'autres questions? Ouais. La qualité de votre propos, je l'aperçois très riche. Oui, donc tout à l'heure, si j'ai bien compris ce que vous disiez, c'est que le barème, les règles d'indemnisation qui sont prévues désormais par le Code du travail en matière de licenciement ne seraient pas vraiment un barème, parce qu'un barème supposerait nécessairement 2 paramètres de calcul. Du coup, pour moi, quand même, dans les règles d'indemnisation du licenciement, il y a un paramètre qui est l'ancienneté et il y a le montant du salaire qui est un deuxième paramètre qui va permettre de déterminer finalement le montant d'une indemnisation. Donc, du coup, est-ce que finalement, c'est pas quand même un barème? Effectivement, mais ce que je voulais expliquer surtout, c'est que on n'est pas très à jour sur la définition du barème et qu'en fait l'idée c'est que on ne peut en donner qu'une définition qu'on se donnerait à soi-même. Et mais effectivement, j'ai pas fait le croisement entre. Oui, on pourrait imaginer une table avec l'ancienneté d'un côté et puis des salaires en ligne. Et au croisement, on pourrait faire ça, tout à fait. Y a-t-il... Oui. Devant. Oui, Jean-Claude Caux, conseiller prud'homme encadrement à Chambéry. Je voudrais simplement faire remarquer à Madame Saint, me semble-t-il, que le barème qui est imposé a bien 2 critères, puisqu'il y a la taille de l'entreprise et il y a l'ancienneté. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y en a qu'un seul. Mais il me semble que la taille... Alors, je ne voudrais pas vous dire des bêtises parce que ce n'est pas trop mon domaine, mais il me semble que la taille de l'entreprise, elle ne joue que pour le montant minimum de l'indemnisation. Il y a 2 tableaux, il y a 2 barèmes. Il y en a un qui tient compte de la taille de l'entreprise et l'autre qui... Oui, mais il y a un barème... Sur le nombre de salariés, vous avez 2 barèmes. Oui, c'est ça, Oui. Alors, attendez, il y a un barème en fonction de la taille de l'entreprise, mais la taille de l'entreprise n'est un critère qui ne joue que pour le minimum de l'indemnisation et pas pour le maximum. Voilà. Voilà. Je crois qu'il y avait une question par là-bas. D'où les 2 tableaux, d'ailleurs. Vincent Dolis, je suis conseiller prud'homme à Grenoble. C'est une question pour vous, Madame Saint.
vous êtes spécialiste plutôt en droit de la famille. J'aurais voulu savoir si, au niveau des prestations compensatoires, vous avez aussi eu dans vos codes, dans les codes que vous utilisez, des ordonnances depuis le gouvernement Macron qui ont introduit des barèmes. Ou est-ce que le droit du travail est le seul heureux élu? Alors, non, il n'y a pas de barème officiel en matière de prestations compensatoires. Je vous précise que le barème qui existe en matière de pension alimentaire pour enfants n'est pas un barème obligatoire. C'est un barème indicatif pour les magistrats. Et pour les prestations compensatoires, la question commence à se poser. C'est-à-dire que c'est une question dont le Haut Conseil à la famille est en train de se saisir. Mais dans la mesure où le barème reste un outil facultatif, et dans la mesure où le droit qui organise des prestations compensatoires multiplie des critères parfois contradictoires, je ne suis pas sûre que ça ne serait pas une mauvaise chose qu'il y ait un barème, qui est d'ailleurs réclamé par beaucoup de magistrats et beaucoup d'avocats, parce que les textes ne leur permettent pas d'avoir des modalités de calcul logiques. Mais comme une aide et pas comme une obligation. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonjour. Une observation et une question. L'observation, elle porte sur le sujet qui a déjà été débattu, sur le nombre de critères qui peuvent caractériser ou pas l'existence d'un barème. Je crois que c'est assez secondaire. Il me semble que peut-être ce qui importe, c'est de savoir si le nombre de critères mobilisés est adéquat à la complexité de la situation à traiter. C'est-à-dire le nombre de paramètres à prendre en compte pour caractériser une situation, évidemment, exige qu'on multiplie et qu'on croise des critères de manière plus ou moins complexe, suivant que la réalité qu'on veut appréhender est complexe. Donc peut-être que la vraie question est de savoir jusqu'à quel point un barème, en fonction du nombre de critères qu'il mobilise, appréhende ou pas la réalité qu'il est censé appréhender. La question, elle porte sur la dimension politique du barème. Évidemment, je crois qu'on ne peut qu'être d'accord avec cette observation. Ce qui m'a un peu interpellé, c'est que vous avez souligné que parce que c'est un outil à finalité politique, le barème doit être construit avec précaution. Là encore, on ne peut être que d'accord. Mais j'ai cru comprendre au détour d'une phrase que vous l'avez affirmé pour ce qui concerne les barèmes construits par des opérateurs, par des praticiens, mais que tel ne serait pas le cas lorsque le barème est construit par le pouvoir législatif ou réglementaire, qu'il n'y aurait pas la même contrainte d'attention nécessaire justement à la qualité des critères retenus. Alors j'aimerais comprendre pourquoi les pouvoirs publics, l'autorité politique, seraient dispensés des mêmes précautions. Alors, oui, je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est que lorsque c'est un barème qui est construit comme une norme juridique par le pouvoir réglementaire ou législatif, il acquiert la légitimité du processus de la création d'une règle. Et on peut supposer que lorsqu'il est créé, les autorités compétentes ont bien fait leur travail. Elles ont peut-être mal fait. On peut supposer qu'elles ont bien fait leur travail. Mais il a la légitimité que lui confère le droit et le processus de création de la règle, le processus démocratique de création de la règle. Alors que quand c'est un outil produit par des praticiens, il n'a pas cette légitimité. Et donc, il faut qu'il ait au moins la légitimité de la mise en discussion à l'occasion de l'instance ou dans un débat citoyen. Je reviens sur votre remarque parce qu'elle me semble extrêmement importante. C'est que quand on construit un barème, effectivement, il va falloir trouver des critères qui permettent de caractériser une situation et de repérer des situations jugées semblables du point de vue du jugement qu'on veut opérer. Et on peut multiplier les critères, mais plus on multiplie les critères, plus l'outil va être compliqué d'utilisation, et s'il est trop compliqué d'utilisation, il rate son objectif. Donc il faut trouver une sorte d'équilibre entre le nombre de critères et sa capacité à représenter l'ensemble des situations possibles. Et c'est la raison pour laquelle c'est important, me semble-t-il, qu'il reste un barème non obligatoire, parce qu'il n'aura, quel que soit le nombre de critères, de toute façon, il n'aura pas la possibilité de correspondre à la totalité des situations rencontrées, parce qu'il y a toujours des situations exceptionnelles. Tu peux intervenir Oui, bien sûr. Oui, c'est un excellent débat. Et donc, je pense que c'est effectivement l'attention qui vient d'être décrite est fondamentale. Un barème
complet du point de vue des paramètres, etc., peut être absolument inutilisable parce que voilà, ça manquera cette propriété de généralisation, de lien entre un cas et une catégorie de cas identiques. Et donc c'est ici la seule voie, c'est effectivement de concilier autant de critères possibles dans un barème, tout en conservant une marge de décision humaine, d'appréciation au cas par cas. Voilà, je pense que c'est un vrai sujet. Alors, je pense peut-être une dernière question pour qu'après on ait le temps. Oui. Non mais voilà. Oui. Bonjour, Catherine Poirier, conseillère prud'homme à Grenoble en encadrement. C'est pas vraiment une question, mais j'aimerais bien que vous rebondissiez sur ma remarque. On nous a donc fait une ordonnance en 2017 en nous disant qu'on allait être obligé d'appliquer un barème. Et l'un des motifs qui nous a été indiqué au moment de la promulgation des ordonnances était la prévisibilité des entreprises pour leur permettre de gérer avec une vision stable. Alors ma remarque, elle est très simple. J'aimerais bien que les législateurs en fassent autant et qu'ils permettent aux prud'hommes d'avoir une prévisibilité sur la loi. Et aussi, les chefs d'entreprise sont liés à ce que la loi décrète en matière fiscale, qui est là un domaine qui est très instable. Et par ailleurs, pour la gestion des entreprises, la fiscalité, pas seulement la fiscalité, mais les modalités de prélèvement où l'employeur devient collecteur. Donc tout ça, c'est de l'imprévisibilité pour les employeurs. Je laisse rebondir. Je pense que le gouvernement est l'art de... Je réponds très brièvement que le gouvernement, c'est l'art d'utiliser et de convoquer des arguments ad hoc. Voilà. Et quand on regarde la cohérence d'ensemble, vous avez tout à fait raison. Rajoute juste un mot, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y avait aussi un objectif que s'était donné le gouvernement, c'était un texte pour deux. À chaque fois qu'on crée un texte, on en supprime deux. Je ne suis pas sûre que ça a été... Bien, Bon, alors la dernière. Bonjour, ça marche. Je suis M. Maugiron, conseiller prud'homme section industrie à Grenoble. L'ancien texte prévoyait une indemnisation minimale de 6 mois en fonction de la taille de l'entreprise, etc. Cette prévision était faite quand la loi a été votée, c'était le temps pour retrouver un emploi par le salarié licencié. Aujourd'hui, cette durée a augmenté puisqu'on est à plus de 10 mois pour la possibilité qu'un salarié retrouve du travail. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans le cadre de l'équité qui a été défendue, etc., l'équité du salarié, on ne la retrouve pas puisqu'on nous impose une barémisation où on ne tient pas compte de la possibilité du salarié de retrouver un emploi après un licenciement fautif de l'employeur. Faut-il le préciser? On vous pose la question de l'équité dans ce sens-là entre les deux textes. Difficile de répondre de façon générale. Simplement, on a abordé la question des critères de fonctionnement d'un éventuel barème et du choix de ces critères. Ce critère aurait pu être intégré, il ne l'a pas été. Oui, effectivement. Je pense que c'est une excellente transition, puisque l'équipe de recherche va en parler.